Bien, je vous propose de commencer notre webinaire. Donc, une grande partie de nos personnes inscrites nous ont rejointes. Donc, je vous souhaite, ainsi que Christine, le bonjour et la bienvenue à notre webinaire, donc consacré aux apports du digital learning dans le développement des compétences des collaborateurs. Donc, nous allons, dans un premier temps, nous présenter. Donc, pour ma part, je suis Anne Tesson, je suis cofondatrice d'MDA Formance, donc organisme de formation et de conseil que j'ai cofondé avec Marie-Dominique Catrin en 2004. Donc, je suis spécialiste des ressources humaines et tout particulièrement spécialisée en ingénierie pédagogique, en ingénierie de formation, en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et en gestion des potentiels. Donc, j'anime des formations de formateurs et de tuteurs depuis 2000, oui, le début des années 2000. Et donc, c'est sur la base de cette expérience que nous avons, avec Christine, souhaité vous présenter cette réflexion sur le développement des compétences digitalisées. Donc, je vais laisser Christine se présenter et puis nous passerons donc à notre développement. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Alors, donc je m'appelle Christine Morel, je suis chef de projet Blended Learning. J'accompagne les entreprises et les organismes de formation à la digitalisation de leur formation, que ce soit au niveau de la méthodologie, la gestion de projet, ou bien sur l'adaptation de leur contenu de formation. Donc j'interviens soit au démarrage, lorsque la structure veut se lancer, ou bien lorsqu'elle est déjà lancée, mais qu'elle souhaite accélérer ce processus. Avant cela, j'ai travaillé une trentaine d'années dans le salariat, dont les 15 dernières années dans un grand groupe à l'international. Et je m'occupais, entre autres, de gestion des connaissances, donc de partage de connaissances dans la communauté industrielle. Et je travaillais avec des experts métiers et des formateurs internes. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, durant ce webinaire, les thèmes auxquels nous allons consacrer du temps, donc le contexte et les enjeux de la gestion des compétences en entreprise avec des évolutions récentes qui nous amènent à nous intéresser particulièrement à ces questions. Donc, nous ferons un état des lieux du digital learning aujourd'hui, tout particulièrement avec l'expérience de Christine sur ces questions-là. Nous nous intéresserons à ce que le digital learning peut apporter à l'onboarding, à l'intégration des nouveaux collaborateurs et à la transmission des savoir-faire. Nous ferons un zoom sur la conduite de projet dans le cadre d'un projet de digital learning et nous ferons aussi un tour des solutions de digital learning. Et on se gardera un petit temps en fin de webinaire pour rebondir sur vos remarques et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je rappelle que vous pouvez les inscrire dans le chat avec le bouton converser pendant toute la durée de ce webinaire. Donc, nous le disions, le contexte et les enjeux se sont accélérés sur la question du digital et donc particulièrement dans le domaine des ressources humaines, ce qui nous amène à nous intéresser à ces questions et à découvrir les applications pour les services de ressources humaines autour de ces questions du digital learning. Alors, pour commencer, donc l'évolution du contexte RH qui nous amène à réfléchir à tout ça et qui impacte la gestion des compétences dans les entreprises. Donc le premier point qui entraîne une réflexion des ressources humaines, et ça c'est ce qu'on partage au quotidien avec les entreprises qu'on accompagne, donc c'est l'accélération du turnover. Donc les entreprises et les services de ressources humaines tout particulièrement ont constaté sur ces dernières années que le turnover avait augmenté. Alors les derniers chiffres dont on dispose sont de 2018, mais on était à un taux de turnover qui dépasse les 15% et qui fait que
on a une rotation du personnel qui est aujourd'hui plus importante dans les entreprises et qui pose la question de l'accueil et de l'intégration des nouveaux collaborateurs, mais aussi de la transmission des savoir-faire pour pérenniser les compétences dans les entreprises. Deuxième élément, c'est l'obsolescence rapide de certaines compétences. Et là, on a un phénomène qui est un phénomène presque paradoxal, on pourrait dire, puisque c'est la digitalisation, le numérique qui entraîne l'obsolescence rapide des compétences, hein, puisque les outils numériques, ils évoluent en permanence et ils amènent à renouveler les compétences rapidement. Mais c'est aussi le digital qui va nous permettre d'agir sur les compétences et d'accélérer la formation et la transmission des savoir-faire dans l'entreprise. Et puis, donc le dernier point, donc l'évolution des financements de la formation, vous l'avez constaté, hein, vous représentez pour une grande partie d'entre vous des services de ressources humaines. Et donc l'évolution des financements, c'est pour les entreprises de plus de 50, particulièrement depuis les dernières lois de formation, eh bien un autofinancement du plan de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise porte le poids, hein, du financement de sa formation, ce qui accélère sa volonté d'internaliser la formation et du coup, le digital va venir appuyer cette tendance et ce mouvement dans les entreprises. Alors, dans ce contexte, ce qu'on observe aussi, c'est probablement un phénomène qui ne vous a pas échappé, c'est que les entreprises, elles cherchent à développer leur marque employeur. Donc, la formation, et notamment la formation interne, elle est stratégique dans ce domaine, puisque forcément, le fait d'avoir une politique de formation dynamique et notamment une politique de formation digitalisée, interne, dynamique, va véhiculer une image très positive de l'entreprise et potentiellement va attirer des candidats vers l'entreprise. Donc c'est vrai que cette attractivité de l'entreprise, aussi bien pour les candidats en externe que pour les salariés dans l'entreprise, va être un facteur important. Et le digital, de ce point de vue, du fait des possibilités qu'il offre, hein, l'utilisation des réseaux, la cohérence des outils digitaux qui sont utilisés par l'entreprise, vont concourir à l'attractivité de l'entreprise en externe et en interne. Et puis le dernier point, c'est que si l'entreprise a une politique d'intégration, d'accueil et de formation dynamique, ce sera un facteur de fidélisation et d'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Alors, notre expérience nous montre que les politiques d'intégration des collaborateurs sont parfois limites ou défaillantes, et on voulait partager avec vous, à travers un sondage, les conséquences que vous aviez identifiées ou que vous imaginez d'une intégration insuffisante des collaborateurs. Donc, on vous propose un sondage où vous avez la possibilité de choisir une réponse parmi celles qui vous sont proposées. Donc, c'est pas celui-ci, excusez-moi. Donc voilà, le bon sondage. Donc, on vous demande en fait quelles sont selon vous les principales conséquences d'une mauvaise intégration d'un collaborateur. Donc on va vous demander de choisir une de ces propositions. Donc est-ce que ça impacte la motivation du collaborateur? Est-ce que ça peut générer selon vous des erreurs professionnelles? Est-ce que ça entraîne une socialisation tardive, voire défaillante? Est-ce que ça peut entraîner un départ prématuré, un non-respect des règles ou une faible performance? Donc, vous avez la possibilité de cliquer, hein, sur une de ces propositions de façon à nous dire, selon vous, quelle est la conséquence principale? Qu'est-ce que vous avez observé ou qu'est-ce que vous imaginez comme principale conséquence? Donc, on vous laisse choisir et puis on partagera ensemble vos résultats. Anne, là, je crois qu'on est dans le partage des résultats. Non? Ou est-ce qu'il faut que tu relances? Oui. Voilà. Merci Christine. Donc là, vous avez la possibilité de choisir.
Voilà, donc je vois que tout le monde a voté, donc je vous propose de mettre fin au sondage, de partager les résultats avec vous et donc d'identifier les points que vous avez retenus comme étant les principaux points ou les principales conséquences. Donc tout d'abord, le départ prématuré possible, donc on le verra avec la diapo suivante, ça conforte des éléments qui sont identifiés hein, dans les études. Les risques de faible performance hein, qui viennent juste après, la démotivation qui peut aussi en découler, et puis des erreurs professionnelles. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager en lien avec tout ce que vous venez de sélectionner. Donc, j'arrête le partage des résultats pour pouvoir voilà, vous montrer les résultats d'une enquête hein, qui a été menée sur ce sujet. Et donc, ce qu'on a pu observer, et vous allez le voir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans les entreprises, on a des processus d'intégration qui sont formalisés, digitalisés ou pas, mais 80 des entreprises, en tout cas, qui avaient été sondées hein, dans cette enquête, ce qu'on a appelé une enquête d'onboarding, donc 80 des entreprises avaient un processus d'intégration plus ou moins formalisé. Dans ce parcours, la plupart, 68 d'entre elles, remettent un livret d'accueil. Donc, c'est vrai que c'est une pratique dont on constate, en tout cas dans nos accompagnements, qu'elle est assez généralisée. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on sonde les nouveaux salariés par rapport à leur intégration, 79 d'entre eux considèrent que ce parcours d'intégration, il est perfectible, voire médiocre. Donc, il y a des efforts à faire et c'est là aussi où le digital peut nous amener des solutions complémentaires. Alors, 64 des entreprises ont un programme d'intégration formalisé avec un planning, des échéances, des actions qui sont déterminées. Donc, voilà, il y a des choses qui existent. Alors, ce qui est intéressant, et là, c'est ce qui permet aussi de rejoindre ce que vous partagiez avec nous tout à l'heure, c'est que 20 des collaborateurs qui rejoignent une entreprise envisagent dès le premier jour de la quitter, surtout en raison d'un accueil défectueux. Et on a 4 des nouveaux salariés qui font effectivement, qui passent à l'acte et qui ne reviennent pas le lendemain de ce premier jour de travail. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le coût de remplacement d'un salarié, il est élevé. Alors, il varie hein, selon le poste, selon la difficulté à trouver le candidat et à le former au poste, mais on évalue à environ 27 000 euros le coût de remplacement d'un salarié dans l'entreprise. D'où l'enjeu hein, de ces parcours de formation et d'avoir un travail particulièrement abouti sur ces questions. Donc, en synthèse, on peut se dire que le pilotage des compétences, c'est-à-dire un pilotage maîtrisé hein, par les services RH ou une direction, va agir sur un certain nombre de leviers. Alors, le premier, ce sont les leviers économiques. Hein, c'est que bien intégré, bien formé, une transmission des savoir-faire qui est maîtrisée va générer de la performance, va générer de la productivité, va générer de la qualité. Donc, on a des enjeux qui sont des enjeux économiques et financiers importants autour de ces questions. Alors, on a des enjeux RH qui sont aussi très importants, hein, puisque pour les services RH, si elles passent moins de temps à recruter, si elles recrutent les bons candidats et qu'en plus, elles ont une démarche d'intégration et de transmission des savoir-faire maîtrisés, ça va avoir un impact sur la fidélisation. Ça va avoir un impact sur le développement des compétences et on aura des coûts qui seront aussi moins élevés sur ces questions-là. Alors, on a aussi un impact managérial, c'est-à-dire que les managers sont très concernés par cette dimension, c'est-à-dire que c'est eux qui, au quotidien, vont faire vivre ces démarches, même si elles sont pilotées par les services RH, ce sont les managers qui vont faire vivre ces outils-là au quotidien, qui vont générer de la coopération, qui vont motiver leurs collaborateurs autour de la transmission des savoir-faire et qui vont aussi faire évoluer leurs collaborateurs par le développement des compétences. Et donc, c'est important qu'ils soient dans la boucle de ces démarches. Et enfin, on a, ce sont des questions qui sont très importantes au niveau sociétal, hein, puisqu'aujourd'hui, vous l'observez dans les entreprises, on a des attentes
qui sont des attentes renouvelées de la part des collaborateurs, qui sont très liées à des phénomènes générationnels, mais pas que. Et on a des nouveaux rapports au travail où on a une demande de visibilité pour son développement professionnel, on a une demande de développer ses compétences, on a une demande d'évolution professionnelle. Et donc, tous ces éléments-là sont liés au pilotage des compétences. Et on peut considérer que les entreprises qui font face à ces enjeux très très forts qu'on vient de développer vont trouver des réponses dans la digitalisation de la formation, de l'accueil et de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Donc c'est extrêmement important d'avoir une réflexion digitale dans les entreprises aujourd'hui. Alors, ce qu'on constate, je partage avec vous aussi une enquête qui a été menée par un observatoire de la formation digitale en 2019, hein, une étude qui a été menée auprès de 400 personnes et qui s'intéressait aux pratiques aussi bien des entreprises que des organismes de formation en matière de digitalisation. Ce que l'on constate, entre autres choses, c'est qu'il y a une conviction aujourd'hui partagée, tout particulièrement par les entreprises, que le digital learning contribue à l'engagement des apprenants dans leur parcours de formation. Ça va être un facteur d'engagement si c'est bien fait, si on a du digital qui est diversifié, ludique, ce sera contributif de l'engagement des collaborateurs et des apprenants dans leur parcours de formation. Ça renforce l'apprentissage et ce qu'on constate également, c'est qu'on a des projections en hausse pour les entreprises, aussi bien de digitaliser des contenus de formation en interne que d'acheter des contenus de formation digitalisés auprès des organismes de formation. Le deuxième constat aussi de cette étude, et notamment pour les entreprises, c'est que les entreprises, elles créent et elles achètent des contenus de formation digitalisés et que cette tendance-là, elle est vraiment à la hausse. On a aujourd'hui un renouvellement avec la création d'académies d'entreprises, etc. C'est vraiment une pratique qui est aujourd'hui en train si ce n'est de se généraliser, en tout cas de se développer même dans des entreprises qui n'ont pas des effectifs très. C'est pas que l'apanage des grandes entreprises. Alors, les applications, à quoi les entreprises vont pouvoir utiliser le digital. Alors, on l'a compris, hein, l'entreprise est aujourd'hui devenue un acteur essentiel de la formation continue. Alors, elle était dans le cadre de l'élaboration du plan de formation, mais ce rôle, il s'amplifie depuis quelques années et il s'amplifie parce que, on le disait tout à l'heure, hein, l'intégration des nouveaux collaborateurs, c'est devenu un véritable enjeu pour les entreprises. Les services RH pilotent tout ça et si ces services ont des outils pour les aider à le réaliser, elles vont d'autant plus gagner du temps et gagner en efficacité et en image auprès des collaborateurs. Alors, on a un deuxième enjeu qui est extrêmement important, c'est la transmission des savoir-faire. Il répond à divers besoins qu'on a exprimés précédemment, hein. Le besoin de se développer, de développer des compétences, le besoin pour l'entreprise aussi de sécuriser les savoir-faire de l'entreprise parce que les collaborateurs peuvent partir ou parce les entreprises ont besoin d'être sûres que les compétences sont maîtrisées. Et puis, on a, avec la loi de septembre 2018, une amplification de cette tendance, notamment parce que cette loi a consacré une expérience qui était au titre expérimental en place depuis 2015, ce qu'on appelle les actions de formation en situation de travail. Et là, on est en plein dans notre sujet de réflexion, c'est que ces actions de formation en situation de travail, si elles s'appuient sur le digital, elles vont pouvoir être modélisées par les entreprises et les entreprises vont gagner du temps sur ces questions-là et de la performance sur ces AFEST.
Et puis le dernier point, les entreprises, elles ont aussi une application digitale sur la gestion des emplois et des compétences. Là, on est plus sur les SIRH classiques qui vont permettre de gérer des entretiens d'évaluation, qui vont permettre de gérer de la mobilité professionnelle. Donc, tous ces éléments-là se combinent pour accompagner les entreprises. Donc, pour accompagner les entreprises sur ces différentes dimensions, hein, ce qu'on appelle l'onboarding, donc l'intégration des nouveaux collaborateurs, la gestion de la formation interne, donc la transmission des savoir-faire et la FEST, et puis le SIRH au service de la gestion des emplois et des compétences. Alors, je vais laisser Christine nous présenter un rapide historique de comment on est passé du présentiel au digital et nous montrer comment le processus de formation et le processus pédagogique a évolué au cours de ces dernières années. Christine, je te passe. Merci Yann. Oui, donc un rapide retour en arrière pour se remémorer un peu ces évolutions dans la manière de diffuser la formation sur ces 30 dernières années. Le temps passe vite. Donc, où le e-learning est apparu dans les années 90, et il se voulait à cette époque se substituer au présentiel. Ça a vite montré ses limites, hein, puisqu'effectivement, à l'époque, c'était des modules que l'apprenant suivait de manière complètement autonome, mais sans contact avec un formateur. Donc, avec un engagement sur la durée faible. C'est pourquoi le présentiel est revenu se juxtaposer à ces formations e-learning, mais dans un premier temps sans qu'il y ait véritablement de cohérence et de complémentarité entre les deux modalités. Et puis, on est arrivé à ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire les formations multimodales, où là, on a fait en sorte d'avoir vraiment une corrélation, une complémentarité entre ce qui était vu par l'apprenant en e-learning et puis des sessions soit en présentiel, soit d'échanges à distance, mais avec le support d'un formateur et surtout pour faire en sorte que les notions abordées étaient répétées ou couvertes de différentes manières pour renforcer la mémorisation et l'engagement. Et puis ensuite, on vient à ce terme de digital, hein, où là, on aborde les outils numériques dans tous les aspects de la formation, donc que ce soit pour le distanciel, bien évidemment, mais aussi dans le présentiel, hein, où on va pouvoir utiliser des outils digitaux qui vont permettre une meilleure attention, plus d'interaction avec les apprenants. Et puis aussi, on peut digitaliser tous les processus administratifs, notamment de la formation, les inscriptions, les envois de convocation, etc. Donc le digital, quand on parle de digital, on entend, vous avez peut-être entendu ce terme de ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, hein, qui veut dire on l'utilise à la fois, on accède à la fois à tout moment, partout et avec l'aide de n'importe quel support, que ce soit le téléphone, une tablette, un ordinateur. Avec ces notions aussi de synchrone-asynchrone, c'est-à-dire que toutes les activités que l'apprenant va pouvoir faire en autonomie à son rythme, et puis d'autres temps où il y aura un échange avec le formateur ou les apprenants, que ce soit au même moment ou à des moments décalés. J'ai déjà parlé de cette interactivité, effectivement, qui aujourd'hui est possible grâce à une multitude d'outils, hein, dont on peut se servir à la fois en présentiel et en distanciel. Enfin, l'efficience et l'efficacité d'une formation, Anne a évoqué tout à l'heure, hein, cette notion d'obsolescence des savoirs de plus en plus rapide. Donc effectivement, avec le digital, pour une entreprise aujourd'hui, si elle souhaite former ses salariés très rapidement sur une nouvelle réglementation, elle peut très vite créer un nouveau module de formation et le diffuser. Et puis, l'efficience, hein, par ce côté justement d'engagement, de meilleure mémorisation,
et de meilleure qualité de l'apprentissage. Et les usages, hein, comme je le disais, la formation n'échappe pas au digital et aux usages de la vie quotidienne, hein, où on utilise effectivement son téléphone très facilement pour accéder à de nombreuses informations. Je repasse la parole à Anne pour la suite. Alors, donc on va s'intéresser aux nombreuses opportunités qui sont offertes par le digital, hein, dans le cadre de l'apprentissage. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, le multimodal, dans l'étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure, pourrait favoriser l'apprentissage et la mémorisation, dans le sens où effectivement on agit sur différents leviers du processus cognitif. C'est favorable à l'apprentissage et à la mémorisation, et on le disait aussi à la motivation. Donc, on a un deuxième élément qui concerne l'adaptative learning, c'est-à-dire qu'on peut adapter beaucoup plus facilement avec le digital la formation au niveau de chaque apprenant, et prendre en compte, avec une évaluation initiale et l'adaptation du parcours, une meilleure adaptation donc au niveau de chacun. Alors, les évolutions technologiques, on le dit depuis le début, hein, augmentent les possibilités de réponse. On a aujourd'hui une diversité de solutions. Christine les présentera tout à l'heure, mais on a aujourd'hui un grand nombre d'outils et de solutions technologiques qui nous permettent de trouver la meilleure réponse possible, la meilleure réponse digitale possible. Et enfin, la possibilité, Christine parlait d'Atawad juste avant, on n'a plus de limites géographiques avec le digital, et pour les entreprises, notamment quand on a des sites distants, la possibilité effectivement de dépasser le périmètre qui nous limitait dans le cadre du présentiel. Donc c'est vrai que ce sont des opportunités qui sont des opportunités importantes en lien avec le digital. Alors maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir un outil digital ne résout pas tous les problèmes. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir identifier les freins qu'on peut rencontrer. Et ça, alors, on a identifié un certain nombre de freins, hein, qui sont le coût, qui peut être un coût initial ou récurrent, ou un coût technique et humain. Christine va nous présenter des exemples. Donc, on verra que le temps passé, et peut-être que dans vos expériences également, vous pourrez partager vos remarques à ce sujet. Le manque de culture numérique, la résistance au changement sont aussi des facteurs qui peuvent générer des freins au développement du digital. La volonté, l'engagement ou la motivation sur la durée, c'est vrai que ça demande beaucoup de persévérance, et ça peut être un frein aussi dans les organisations. Et puis, le manque de compétences en interne pour créer des solutions, c'est un frein. On vous partagera aussi notre expérience personnelle par rapport à ça, pour vous dire à quel point à un moment, ça a été notre frein à nous, que l'on a dépassé par l'accompagnement dont on a bénéficié. Alors après, dans les conditions du succès, là, c'est l'expérience RH et pédagogique que l'on partage avec vous, c'est que l'outil n'est pas une fin en soi, hein, le digital. S'il n'y a pas une réflexion autour de ça, s'il n'y a pas une réflexion stratégique autour de la digitalisation de la gestion des compétences pour les entreprises, le projet ne sera pas couronné de succès. Donc, première condition que nous, on a identifié, et certains RH avec lesquels je travaille sur ces questions-là, présents au webinaire, pourront en témoigner, c'est que le rôle des ressources humaines, il est déterminant pour piloter, structurer, donner du sens à un projet comme celui-ci, et regrouper aussi les acteurs qui sont
impliqués dans le projet de digitalisation. Ensuite, on a le besoin de développer des compétences en interne, hein, donc en ingénierie de formation, en ingénierie pédagogique aussi, de façon à pouvoir s'appuyer sur les besoins des apprenants. Et c'est bien ça qui pilote notre projet, le besoin des apprenants qui va nous permettre de construire des parcours de formation sur un mode projet que Christine va nous détailler juste après. Et puis après, le rôle essentiel des formateurs internes, hein, donc avec un rôle important sur la conception. Donc on l'a dit, hein, c'est un peu, la conception, elle est exigeante en matière de digitalisation, mais un rôle aussi qui va évoluer avec cette digitalisation pour devenir un rôle de facilitateur, de guide, de tuteur, donc moins présent au quotidien, mais plus présent en supervision et en accompagnement du parcours digitalisé. Alors concrètement maintenant, on va avec Christine voir des exemples qu'elle a accompagnés, des entreprises qu'elle a accompagnées et pour lesquelles elle va nous donner en fait son retour d'expérience et partager avec elle les opportunités et les difficultés aussi auxquelles elle a pu se confronter dans l'accompagnement. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok, alors ma vidéo a disparu, mais c'est pas très grave. Alors, concrètement, effectivement, digitaliser une formation, alors je vais aborder ça vraiment de façon schématique pour vous donner une idée de comment ça se déroule. Alors, globalement, on va dire que ça se passe en 3 grandes phases. Alors, la première phase, bien évidemment, qui est importante, qui est d'identifier la formation que vous souhaitez digitaliser. Donc, en général, on va plutôt, si on démarre, on va plutôt démarrer sur une formation qu'on maîtrise et sur laquelle on a déjà suffisamment de matière. Ensuite, il va y avoir une phase qui est matérialisée en bleu sur ce schéma, qui va être tout le travail autour de comment on va structurer le dispositif. Est-ce qu'on va aller sur du pure e-learning, du blended, comment est-ce qu'on va articuler les différentes modalités. Et puis, on va se poser la question des ressources. Qu'est-ce qu'on a à disposition? De quelles autres ressources on a besoin pour alimenter cette formation? On va peut-être aller en profiter pour faire une vidéo, pour faire participer des intervenants de l'entreprise, s'appuyer sur des ressources externes. Et du coup, on va aussi se poser la question de quelles ressources on a en interne pour créer toutes ces ressources et pour les intégrer. Et est-ce qu'on va tout faire en interne ou est-ce qu'on va faire appel à des prestataires extérieurs? Et puis, une fois que tout ça est prêt, il va y avoir cette phase où effectivement, on va aborder la partie réelle du déploiement. Donc, avant ça, on va se poser aussi la question de ce qu'on appelle le tutorat, c'est-à-dire quel accompagnement on va apporter aux collaborateurs tout au long de leur formation. Alors que ce soit via une plateforme, que ce soit via des tuteurs internes, des formateurs internes. Donc, c'est à la fois sur le plan humain et sur le plan technique. Et puis aussi, on va se poser la question de la communication sur cette nouvelle formation qu'on va proposer. Et ça, c'est important, la communication interne vers l'entreprise, vers les autres collaborateurs, vers les managers surtout, hein, qu'ils comprennent comment cette formation va se dérouler et éventuellement quel sera leur rôle et comment ils pourront aussi s'appuyer sur cette formation pour accompagner leurs collaborateurs et leurs équipes. Et puis, avant de déployer d'une manière globale, on va tester. Donc, on va faire un déploiement, un premier déploiement qui va servir à tester, à avoir des retours des collaborateurs, des formateurs. On va apporter les ajustements nécessaires avant d'effectivement déployer le dispositif d'une manière plus large. Alors, tout ça se fait idéalement en mode projet, hein, parce que ça c'est important. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui vont être
mobilisés pour un tel projet, à la fois la direction des ressources humaines qui va être en pilotage, éventuellement en fonction de l'organisation de l'entreprise, un responsable formation par exemple. Il va y avoir aussi tous les intervenants, les formateurs internes, les experts métiers qui vont être sollicités. Et puis, je parlais de tester et d'ajuster tout à l'heure. Une fois que le dispositif est déployé, ça ne s'arrête pas là. On va toujours être en recherche d'améliorer ce dispositif et de recueillir les feedbacks des collaborateurs qui auront suivi le parcours, mais aussi des formateurs, de façon à bien évidemment apporter tous les ajustements, les améliorations nécessaires pour que ce soit un succès. Alors, on va passer à quelques exemples concrets. 3 exemples d'accompagnement. Alors, le premier exemple est un accompagnement que j'ai réalisé pour une entreprise française, une PMI, qui avait un parcours d'intégration assez classique avec une journée, 2 journées de présentation des différents services de l'entreprise et où chaque responsable de service venait avec son diaporama et ça s'enchaînait de cette manière-là sur 2 jours, plus des visites de sites de production. Et ils souhaitaient retravailler ce parcours pour en faire quelque chose de plus convivial, de plus sympathique et de plus efficace. Donc, ma contribution a consisté à accompagner le projet, à travailler aussi sur l'articulation du parcours, sur le déroulement et l'animation de la session présentielle, puisque l'entreprise souhaitait garder cette session collective des nouveaux arrivants qu'elle organisait à intervalles plus ou moins réguliers en fonction des arrivées. Et puis, comment faire pour que ça se complète et que ça vienne renforcer ce qui était vu en e-learning de façon autonome par les nouveaux arrivants. Donc, le parcours a finalement consisté en plusieurs modules e-learning. Alors, ces modules-là étaient développés en interne. Donc, du coup, ils ont pris leur place dans ce parcours d'intégration. Moi, j'ai participé sur l'élaboration du contenu de la session collective, en essayant d'y apporter des activités assez ludiques, tout en gardant les visites de sites de production. Ça a permis aussi de se pencher du côté de l'équipe ressources humaines et de la personne qui s'occupait jusque-là des nouveaux arrivants, de remettre un peu à jour le processus et certains documents. Pardon. Voilà. Donc, en termes de planning, alors ça s'est étalé sur une période de 9 mois à peu près, sachant qu'évidemment, tout le monde n'était pas à temps complet sur le projet. Mes interlocuteurs, ça a été la responsable formation qui avait 2 apprentis en interne qui travaillaient exclusivement sur des projets de e-learning. Donc, il y avait cette ressource-là en interne, sachant qu'ils n'étaient pas là à temps complet. Donc, effectivement, pour eux, un module leur prenait facilement un mois pour voir plus en fonction de la disponibilité des experts métiers. Moi, j'ai travaillé aussi avec la personne en charge de la prévention des risques, par exemple, puisqu'il a été décidé d'avoir un module sécurité en e-learning qui devait être fait dans les 7 jours suivant l'arrivée. J'ai aussi travaillé avec les responsables de sites de production pour les visites et voir comment on pouvait en faire quelque chose de plus interactif. Et puis, un certain nombre d'autres intervenants des différents services, voilà, pour vraiment faire une session présentielle qui soit agréable, qui soit interactive, qui soit aussi, qui rappelle, qui revienne sur un certain nombre de notions vues en e-learning par les nouveaux collaborateurs. En termes d'outils, donc l'entreprise utilisait en interne Storyline, qui est un outil de création de contenu. Donc, eux étaient plutôt sur des modules qu'on appelle scénarisés, donc avec beaucoup d'illustrations.
En termes de LMS, ils utilisaient RiseUp. Ils avaient l'application Klaxoon, donc ils comptaient l'utiliser pour la session présentielle. Et bon, ils avaient en interne SharePoint. Et je l'ai mentionné parce que bon, j'ai un passé de gestion de l'information et il me semblait important aussi de faire quelque chose à destination des nouveaux arrivants en termes d'accès aux informations, on va dire, courantes pour faciliter leur arrivée, leur compréhension du fonctionnement quotidien de l'entreprise. Donc, on avait travaillé un petit peu aussi là-dessus. Voilà, donc les points à retenir, je dirais vraiment la disponibilité des intervenants et des ressources. Quand on lance un projet comme ça, il faut vraiment s'assurer que ce projet s'inscrit dans le planning de ceux qui vont être sollicités. Hein, sinon, effectivement, ça peut générer des retards et voilà, un rallongement de délai. Un accompagnement du changement, donc effectivement, et notamment pour la session présentielle, c'était une façon toute différente pour les intervenants des services de présenter leurs services, d'échanger avec les nouveaux arrivants. Donc, il a fallu travailler un petit peu là-dessus, faire quelques essais, etc. Et puis la communication, comme je disais tout à l'heure, l'importance de la communication en interne, d'informer sur la nouvelle formule de parcours d'intégration pour que les managers soient bien au courant et qu'ils puissent aussi rebondir sur différents aspects abordés par leurs nouveaux collaborateurs, notamment dans les modules e-learning qui leur étaient demandés de suivre dès leur arrivée. Deuxième exemple, alors plus rapidement, là, il s'agissait uniquement de la partie de conversion de support qui était utilisée pour la formation présentielle. Donc, ce travail, je l'ai fait pour un grand groupe qui avait en interne un service formation vraiment dédié aux formations métiers, donc vraiment spécifiques à leur activité. Et jusque-là, tout était fait uniquement en présentiel, avec des formateurs internes, donc des experts métiers en interne, et qui, bien évidemment, nécessitait de faire voyager les collaborateurs, parfois et souvent d'autres pays, et de les regrouper pendant une semaine ou deux. Et les différents formateurs se relayaient pour former sur différentes spécialités. Donc, leur projet était de digitaliser un maximum de ces contenus de formation pour les diffuser via leur plateforme. Voilà, donc moi, mon travail a consisté à recevoir les PowerPoint tout simplement qui étaient utilisés pour le présentiel, qui incluaient donc les slides, les diapos en elles-mêmes et puis les commentaires des formateurs, et de retravailler tout ça pour que en e-learning, le collaborateur, le nouveau collaborateur ou le collaborateur formé ait une compréhension suffisante des contenus. Parce qu'effectivement, en présentiel, vous pouvez avoir très peu de choses sur une diapo et puis commenter beaucoup. En e-learning, vous n'avez plus ça, hors à faire de l'enregistrement de voix, ce qui n'était pas leur volonté première, sauf pour certaines parties qui effectivement demandaient un certain nombre d'explications qui étaient difficilement faciles à transcrire de manière écrite, hein, ou alors ça aurait rallongé notablement la durée des modules. Voilà, donc pour ça, moi j'ai utilisé un outil que cette entreprise avait en interne, parce que leur souhait c'était aussi de garder la main sur leur contenu et de pouvoir les modifier par la suite. Donc c'est un outil qui s'appelle iSpring Suite, qui est une boîte à outils qui se greffe sur PowerPoint. Donc j'ai utilisé aussi beaucoup Photoshop pour parfois reprendre des images et qu'elles soient correctes. En termes de LMS, ils utilisent Docebo. Donc ça, ce n'est pas une LMS utilisée globalement au niveau du groupe, de ce groupe, mais par l'équipe formation technique. Voilà, donc ce que je retiendrai sur cette expérience-là, c'est vraiment, alors quand le travail se limite à reprendre des contenus, c'est que les contenus auparavant aient été un minimum revus par les experts métiers, de façon à, là en l'occurrence, moi je ne suis pas une experte métier, mais
je parle anglais, donc j'ai pu comprendre de quoi il s'agissait. Par contre, voilà, il fallait que ce soit un minimum complet pour que je puisse travailler de manière efficace. Et puis, travailler à distance, pourquoi? Ben, alors, pas du tout à cause de la pandémie et qui a obligé bon nombre d'entre nous à travailler à distance, mais tout simplement parce que mon contact n'était pas dans la même région que moi et qu'on a trouvé ce moyen tout à fait facile de travailler. Donc, je recevais les fichiers à distance, enfin par mail tout simplement, et je les renvoyais par mail. Et ça a très bien fonctionné. Donc là, en termes de temps, c'était grosso modo 2 jours de travail par présentation PowerPoint, je dirais, en fonction, enfin, pour une moyenne de 45-50 diapos. Le troisième exemple, bah, je vais laisser Anne en parler, puisque ça a été un accompagnement que j'ai fait auprès de MDA Formance sur une digitalisation de formation. Donc, je préfère laisser parler ma cliente et partenaire de son Merci expérience. Christine. Merci. Donc, oui, c'est vrai que c'était intéressant pour nous de relater notre retour d'expérience par rapport à la digitalisation de la formation. Alors, je vais aller rapidement à l'essentiel pour reprendre finalement des éléments qui sont des éléments et de freins et d'opportunités dont je parlais tout à l'heure. Les freins, c'était le manque de culture numérique, en tout cas de connaissance des outils de digitalisation de la formation. Et là, le fait de travailler avec une spécialiste de ces questions-là, Christine en l'occurrence, nous a vraiment permis de choisir l'outil le plus adapté. Après, dans les freins, c'était aussi un peu la peur de lâcher nos stagiaires, de perdre le présentiel et de se retrouver à être des superviseurs de contenu digitalisé. Or, on a trouvé avec la solution qu'on a mise en place maintenant pour plusieurs formations, une belle articulation de nos parcours de formation entre des éléments auxquels nos stagiaires accèdent à distance et une formation en présentiel ou supervisée en classe virtuelle ou en visio. Et donc, on a pu construire avec Christine, dire dépasser nos freins pour pouvoir identifier toutes les opportunités que le digital nous donnait. Et cette situation, elle est d'autant plus appréciable qu'on n'avait pas prévu l'épidémie qui vient de frapper la France, et on a pu quand même réagir assez rapidement pour proposer des contenus de formation à distance grâce à ce travail qui avait été fait avec Christine. Donc, moi, voilà, dans ce que je voulais partager avec vous, c'est effectivement l'importance de l'accompagnement et de la gestion de projet, parce que quand on digitalise des contenus, c'est vrai pour un organisme de formation, c'est vrai aussi pour les services RH dont on parlait tout à l'heure, c'est que la vie continue et qu'on n'est pas à 100% sur ces projets-là. Donc, d'être en démarche projet avec un chef de projet qui nous relance, c'est extrêmement important. Après, c'est important aussi d'avoir des outils qui sont adaptés. Donc, nous, en l'occurrence, on a travaillé avec Google Drive, avec Christine pour partager les documents. On a utilisé nos diaporamas qu'on utilisait précédemment en les adaptant, en les mettant vraiment facile d'accès pour les stagiaires et notamment en les enregistrant avec la voix. Et puis, on a choisi une plateforme de diffusion de contenu qui s'appelle 360 Learning et qui est particulièrement adapté en termes de fonctionnalité et de coûts à nos possibilités et aux besoins de nos stagiaires. Et donc, en termes de méthodologie, d'avancement de projet, j'en ai parlé, et voilà, vous avez l'essentiel de notre retour d'expérience. Ce qui est important, c'est, je pense, d'avoir une volonté quand même de faire pour rentrer dans un projet comme celui-ci et d'être persévérant, parce qu'on ne voit pas tout de suite le résultat du travail que l'on a engagé. Donc nous, il nous a fallu à peu près 9 mois, bien sûr pas de travail en permanence, mais 9 mois pour pouvoir faire aboutir notre premier module digitalisé.
Donc voilà pour ce retour d'expérience qu'on voulait partager avec vous. Donc on va aller maintenant à l'essentiel de nos solutions digitales parce que le temps passe très très vite et donc on avait prévu un petit sondage qu'on va passer pour pouvoir privilégier une présentation par Christine des différents outils qui sont disponibles et qui peuvent vous intéresser justement dans les choix que vous pourriez avoir à faire pour digitaliser l'une ou l'autre des modalités de gestion de compétences que vous choisiriez. Christine, je te laisse la parole. Oui, alors une multitude d'outils aujourd'hui au service de la formation et plus largement au service de la gestion des ressources humaines, des compétences, de l'onboarding. On a mis panorama des outils de formation, mais effectivement, on a gardé la partie SIRH, gestion administrative de la formation onboarding. Alors, vous en connaissez certainement quelques-uns. Hein, pour ce qui est de l'onboarding, alors il y en a un certain nombre qui se sont développés et qui sont disponibles aujourd'hui, Bordon, Talmundo, Workello, etc. Vous avez des solutions qui sont plus larges et qui vous permettent aussi de diffuser de la formation, comme Cornerstone, Talentsoft. Dolibar est un outil français, si je ne me trompe, Anne, qui est plus orienté gestion de la Gestion de la formation. formation, oui, tout à fait. All-in-One est un outil également bien français et rhône-alpin d'ailleurs, donc j'aime bien le citer, qui permet, alors c'est une offre globale hein, qui inclut aussi un CRM et d'autres choses, mais qui a aussi un module gestion de la formation. Au niveau des LMS, alors on entend par LMS, ce sont les plateformes qui permettent de diffuser les contenus de formation et qui permettent de faire le suivi des apprenants. Et qui permet aussi de faire le tutorat, c'est-à-dire d'échanger, de donner des feedbacks aux apprenants. Donc vous avez des grandes marques que vous connaissez sans doute comme Cross Knowledge, Talentsoft aussi qu'on retrouve. On a parlé de 360 Learning qui a été choisi par MDA Formance. iSpring Learn, alors je vous parlais d'iSpring Suite tout à l'heure pour la création de contenu. Ils ont également une LMS donc qui s'appelle iSpring Learn. On retrouve All-in-One qui a aussi la possibilité de faire de la diffusion de contenu. RiseUp, je vous en parlais aussi tout à l'heure. Et puis, bon, on ne peut pas toutes les lister. Hein, il en existe un très, très, très grand nombre. Après, le Campnom, je choix. précise juste que Campnom est lyonnais. Donc voilà, Voilà. ce sont aussi des Rhône-Alpins. Évidemment, le choix va dépendre de vos besoins. Hein. Vous pouvez acheter une Ferrari, mais vous savez, c'est un peu comme si vous allez acheter votre pain avec une Ferrari. Ça n'a pas grand intérêt. Il faut vraiment partir de vos besoins. Certaines formules sont sous forme de licence, d'autres sous forme d'abonnement. Donc, il faut regarder ça un petit peu dans le détail. Ensuite, on a tout ce qui est outils de création de contenu, les outils auteurs. Donc, on retrouve Storyline dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très connu. Captivate également, iSpring Suite, je vous en ai parlé. GoAnimate, Beyond, ça sert plutôt à faire des animations. Et là aussi, hein, il y en a pléthore, donc je ne vous laissais pas tous lister. Après, on a tout ce qui est outils de classe virtuelle, de réunion vidéo. Bah, aujourd'hui, par exemple, on utilise Zoom pour ce webinar. Je pense que vous avez eu à utiliser ces outils-là pendant ces périodes de confinement pour rester en contact avec vos collaborateurs. Donc voilà, Zoom est très connu, des outils gratuits comme Whereby, Jitsi. Global, c'est une solution lyonnaise. Adobe Connect, c'est une solution qui est plus sophistiquée, on va dire, qui a deux modules, une pour les réunions vidéo et une plus spécifique pour les classes virtuelles qui permettent de faire des sous-groupes, etc. Voilà, et d'autres comme Webex, GoToMeeting qui sont assez connus, je pense. Et puis en termes d'outils d'animation en présentiel qu'on peut utiliser facilement en présentiel pour maintenir l'attention des participants, Klaxoon est bien connu, Bcast c'est similaire à Klaxoon.
Kahoot, qui est une application qui est utilisée aussi dans la sphère privée souvent. WooClap ressemble à Kahoot, c'est une solution belge. Après, vous avez tout ce qui est effectivement outils de type réalité virtuelle, etc., qui sont plus sophistiqués. Voilà, à voir aussi et comment vous pouvez les utiliser, les intégrer dans vos parcours. Alors, donc nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je remarque quelques questions ou remarques dans le chat. Je vais les reprendre rapidement pour pouvoir y répondre ou en tout cas amener les éléments de réponse qui me paraissent intéressants et opportun. Donc, la première remarque concerne l'étude donc sur l'étude qu'on citait sur les pratiques digitales, où un de nos participants demande quels apprenants dans l'étude et quelles catégories socio-professionnelles. Alors, je n'ai pas le détail de la répartition de ces catégories d'apprenants, mais par contre, ce que mettait en évidence cette étude, c'est que quel que soit le niveau, y compris sur les bas niveaux de qualification, si c'est le sens de la question qui est posée, en fait, on avait une motivation et un engagement qui étaient renforcés, quel que soit le niveau de formation, dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, les différentes modalités, le fait de pouvoir introduire aussi une partie ludique dans les modules de formation renforçait en fait l'apprentissage et l'engagement dans la formation. Donc voilà pour ce premier point. Ensuite, on a une remarque qui concerne la FEST et où il nous est demandé quel lien avec le digital, ce dispositif visant à des mises en situation réelles contextualisées. Alors en effet, la formation en situation de travail, elle concerne le poste de travail en lui-même, mais on peut imaginer que sur un même poste, on ait plusieurs situations, plusieurs personnes en tout cas à former, et qu'il y ait une partie de cette formation qui soit digitalisable à travers des apports en vidéo, en mise à disposition de documents. Donc il y a une partie bien entendu qui ne peut pas être digitalisée, mais une partie du dispositif peut l'être. Alors ensuite, je reprends. Donc vous posez la question, pouvez-vous nous redonner votre définition de l'efficience en formation? Alors l'efficience en formation, pour moi, c'est l'optimisation des moyens qui sont mis à la disposition de la formation. Et je considère qu'effectivement, la digitalisation contribue à l'efficience dans le sens, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a la possibilité de faire une évaluation initiale et donc d'adapter le parcours de formation du stagiaire. Et que contrairement au présentiel où on a parfois des personnes qui suivent toute une formation dont seule une partie les intéresse, là on n'est pas dans une optimisation. Le digital va vraiment nous permettre d'optimiser le temps passé au profit d'objectifs qui sont vraiment strictement définis pour l'apprenant, et donc adapter les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs et à l'apprentissage. Alors, je peux peut-être compléter parce qu'effectivement, j'ai évoqué cette notion d'efficience et d'efficacité de formation tout à l'heure. L'efficience, ça va être aussi accroître sa réactivité, c'est ce que je disais. On a une innovation dans l'entreprise, un nouveau produit, une nouvelle réglementation et on veut rapidement former les équipes. Donc, le digital va apporter cette réactivité et puis va permettre aussi de réduire ses coûts. Et effectivement, l'efficacité de la formation avec l'atteinte des objectifs et la réponse à un besoin précis. Très bien. Merci Christine. Donc voilà, on a commenté ou répondu aux questions qui étaient dans le chat. Donc pour revenir sur ce que MDA Formance peut vous apporter dans ce cadre-là, des choses que l'on fait déjà avec certains participants de ce webinaire, mais donc une offre de formation qui est
autour de la formation de formateurs, de formateurs internes notamment, des formations sur la FEST, l'accompagnement de référents à FEST dans les entreprises et des formations de tuteurs. Et puis des accompagnements plus personnalisés sur vos conduites de projets digitalisés, l'aide à la rédaction de cahiers des charges, l'aide au choix des outils, à leur implantation et l'aide aussi, comme le présentait Christine, à la création de ressources pour la formation interne. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, vous avez nos coordonnées. Elles vont s'afficher à nouveau donc, sur la diapo suivante si vous souhaitez poursuivre cet échange ou nous solliciter par rapport aux questions sur lesquelles nous avons échangé aujourd'hui. Merci encore et bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. À bientôt.